Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Avec la team Construction Neuve, nous avons décidé de commencer par du très lourd en matière de contenu, c'est-à-dire de vous aider à avoir de manière facile votre prêt immobilier en 2021. Il faut savoir que le nombre de refus de prêts bancaires en 2020 a été multiplié par 2. À votre avis, quelles sont les chances pour que la tendance s'inverse en 2021? Vous l'aurez compris, seuls les très bons dossiers pourront passer. Alors, je vous arrête tout de suite, ça ne veut pas dire que les banques ne vont pas faire de crédit. Une banque, son métier c'est de vendre de l'argent, mais elle veut avoir un maximum de garanties. Votre banquier, au moment où il reçoit votre demande de prêt bancaire, il va l'analyser de manière à être certain que vous soyez capable de le rembourser. Ce qui veut dire concrètement que votre banquier va chercher à cocher des cases. Beaucoup de personnes pensent à tort que quand on a un bon salaire, on va avoir automatiquement son prêt bancaire. Ça peut aider, mais ce n'est pas le seul critère que le banquier va regarder. Un banquier peut accorder un prêt immobilier à un smicard et le refuser à quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois. Pourquoi? Parce que le salaire, ce n'est qu'un des paramètres que votre banquier va regarder. Parmi ces paramètres-là, notamment, il va y avoir la tenue de votre compte bancaire, sur le fait d'être ou pas à découvert en fin de mois, etc. Comme tous ces critères-là, votre banquier ne prendra jamais le temps de vous les expliquer, ni même de vous débriefer sur les raisons d'un refus de prêt potentiel, avec la team Construction Neuve, nous avons mis en place un simulateur qui vous permettra de savoir avec précision combien votre banquier va vous prêter, quels sont les points faibles de votre dossier bancaire et surtout comment vous allez pouvoir les améliorer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de saisir vos informations dans le simulateur et lui, il va faire le travail pour vous. Sans plus attendre, regardons comment fonctionne le simulateur. Le simulateur, c'est un outil qu'on a voulu simple, pratique, intuitif et efficace de manière à vous donner des réponses rapides. Qu'à cela ne tienne, nous avons décidé de compartimenter, on va dire, chacune des séquences dans des onglets différents pour rendre l'outil beaucoup plus facile pour vous. Le premier onglet vous explique juste tout ce que vous allez pouvoir faire dans les autres onglets. Donc, on vous explique le process, c'est vous commencez par remplir toutes vos informations dans l'onglet Profil. Ensuite, vous allez consulter les résultats dans l'onglet Budget disponible. Puis, vous allez pouvoir consulter les points forts et les points faibles de votre dossier, ainsi que les conseils pour améliorer votre dossier. Et puis enfin, si jamais vous avez besoin de suivre de manière beaucoup plus précise vos dépenses parce que vous n'arrivez pas à le contrôler tout seul, nous avons prévu aussi un espace qui va vous permettre de saisir vos dépenses de manière à vous donner vraiment les clés pour contrôler ce que vous dépensez. Commençons par l'onglet le plus important, c'est l'onglet Profil. Il faut savoir que c'est un outil que vous avez sur votre poste de travail. Ces données ne sont partageables avec personne, donc ça ne sert strictement à rien d'essayer de mettre des données qui ne sont pas exactes. Donc, sachez que votre banquier, tout ce que vous allez lui dire, il voudra le voir, il voudra avoir une preuve. Donc, ça ne sert à rien de gonfler un petit peu votre salaire ou d'essayer de cacher des crédits à la consommation, par exemple. Donc, regardons ce qu'on a dans Profil. Dans Profil, eh bien, vous pouvez décider de saisir les noms de l'emprunteur 1. Donc, on va prendre le cas de Loïc. Loïc, il est célibataire, il n'a pas d'enfant. Donc, quand vous n'avez pas d'enfant ou quand vous n'êtes pas concerné par une case, vous pouvez décider de remplir 0 ou de ne pas remplir la case. Ça fait exactement le même résultat. Alors, maintenant, il faut savoir si Loïc, il est locataire ou propriétaire actuellement. Donc, il y a 3 options. C'est locataire, propriétaire ou hébergé à titre gratuit. Typiquement, on peut très bien avoir envie de devenir propriétaire tout en habitant déjà chez ses parents. Donc, on va dire que Loïc est hébergé à titre gratuit chez ses parents. Ensuite, on lui pose la question, avez-vous été propriétaire de votre résidence principale au cours des 2 dernières années? Il faut savoir que ce critère, il est très important et c'est important que vous le remplissiez. Pourquoi? Parce qu'il y a
un algorithme qui va faire un calcul qui va vous permettre de savoir si vous êtes a priori éligible ou non à un prêt aidé qu'on appelle le prêt à taux zéro. Si il est hébergé à titre gratuit, on va partir du principe que Loïc, non, n'a pas été marié dans une vie précédente et n'avait pas une maison il y a moins de 2 ans, donc on va dire non. Type de contrat de travail, on va dire CDD. Nombre d'années d'expérience dans l'entreprise, on va dire qu'il est dans l'entreprise depuis 1 an et demi. Alors ici, c'est très important que vous saisissiez le nombre d'années et non pas le nombre de mois. Pourquoi? Parce que l'algorithme, il se base sur le nombre d'années. Ensuite, est-ce que Loïc est en chômage partiel? On va dire non. Est-ce qu'il a des avantages en nature? On va dire non. Les avantages en nature, ça peut être par exemple le véhicule de fonction ou ce genre de choses. Quel est son profil? On va dire qu'il est agent de maîtrise dans le privé. Maintenant, parmi ses revenus, donc salaire mensuel net fixe sur 12 mois, on va dire que Loïc gagne 1500 € par mois. Est-ce qu'il a une part variable? Non, donc on ne remplit rien. Est-ce qu'il a eu une participation? On va dire que en 2020, il a touché 300 € de participation. Est-ce qu'il a eu de l'intéressement? On va dire qu'il a touché 50 €. Est-ce qu'il a une prime de productivité? Oui, on va dire qu'il touche 35 € par mois de prime de productivité. Est-ce qu'il reçoit des aides de la CAF? Non. Est-ce qu'il reçoit une pension alimentaire? Non, il n'en reçoit pas. Est-ce qu'il y a d'autres revenus à déclarer? Non. Alors, vous devez voir que ici, on a en résultat 1535 € par mois. Alors, il faut que je vous explique comment c'est possible, sachant qu'il a touché une participation et qu'il a un intéressement. Votre banquier, quand vous êtes dans une entreprise depuis moins de 2 ans, il considère que tous les revenus variables que vous touchez, en fait, ne comptent pas. Donc, il ne va pas les intégrer dans vos revenus. Oui, vous avez des preuves comme quoi on vous a versé une participation en intéressement, mais le banquier estime que si vous êtes présent dans une entreprise depuis moins de 2 ans, en fait, il n'a pas le recul suffisant pour savoir combien effectivement il peut compter dans ces revenus-là. Au-delà de 2 ans, eh bien, votre banquier considère qu'il a le recul suffisant et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre vos revenus variables et il va en faire une moyenne sur les 2 dernières années. C'est comme ça qu'il va le calculer. Regardons par exemple ce qui se passe si, on va dire, on ignore le fait que Loïc soit en CDD. On va dire par exemple qu'il est là depuis 2 ans et demi. Et là, vous voyez que ça a changé. On est passé de 1535 à 1564. Donc, on va respecter la loi et on va remettre à Loïc 1 an et demi dans l'entreprise concernée. Donc, il gagne 1535 € par mois. Loïc a de la chance, il n'a pas d'emprunt auto. Pourquoi? Parce qu'il habite dans une grande ville et il peut prendre les transports en commun pour aller travailler. Il n'a pas de crédit à la consommation. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas besoin. Il n'a pas de prêt étudiant à rembourser, etc. Donc, en termes de crédit à la consommation, Loïc n'a pas de crédit à la consommation en cours. Maintenant, on va regarder les charges. Aujourd'hui, il n'a pas de loyer. Montant de l'impôt prélevé à la source, allez, on va dire une centaine d'euros. Ça, vous pouvez le regarder dans votre feuille d'imposition de l'année 2020 et faire la moyenne sur 12 mois et saisir ce chiffre-là ici. Il ne verse pas de pension alimentaire parce qu'il n'était pas marié. Vous, typiquement, si vous avez une pension alimentaire à verser à un ex-conjoint, eh bien, vous devez saisir ce montant-là. Pourquoi? Parce que votre banquier, il va le voir. Parce que quand vous faites votre déclaration d'impôt, il y a une case où, en gros, on vous demande d'indiquer le montant de la pension alimentaire que vous versez. Ça vient se déduire de vos revenus imposables. En termes de tenue de compte, on va dire qu'il est bon élève et que tous les mois, il épargne 500 € par mois. Pourquoi? Il est logé à titre gratuit, donc il n'a pas beaucoup de dépenses à faire. Montant du découvert, il gère bien, il a de l'épargne, donc pas de découvert. Il n'a pas de compte joint parce qu'il est célibataire. En termes d'épargne, on va dire qu'il a 18 000 € de côté. Et pour son prêt immobilier, il n'a pas envie de mettre d'apport pour emprunter. Nous avons fini de compléter la fiche profil de Loïc. Eh bien, on va voir maintenant ce que son banquier en pense.
Première étape, c'est de calculer un budget qui soit cohérent avec à la fois le salaire de la personne, mais aussi avec son train de vie. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'introduction, nous avons dit que le salaire, ce n'est qu'un paramètre. Pourquoi? Parce que vous pouvez être très économe et avoir un très petit salaire, et vous retrouver avec plus d'argent à la fin du mois que quelqu'un qui gagne beaucoup plus que vous, mais qui est très dépensier. Typiquement, pour en discuter avec certains banquiers, ils préfèrent nettement avoir quelqu'un qui est au SMIC, mais qui à la fin du mois a réussi à épargner 300 euros, plutôt que quelqu'un qui gagne 10 000 euros, mais qui est à découvert de moins 500. Ne pensez pas que juste avoir un bon salaire, ça suffira si vous avez un bon salaire, ou alors, d'un autre côté, ne pensez pas que avoir un faible salaire, ce ne sera pas attractif pour votre banquier. Tout va vraiment dépendre de ce que vous en faites. Donc, regardons le budget disponible maintenant pour Loïc. En matière de budget disponible au maximum, Loïc peut emprunter 120 000 euros, donc on va dire en gros 121 000 euros sans apport, s'il devait acheter dans l'ancien. Et si il devait acheter dans le neuf un appartement, on va dire en vente en état futur d'achèvement, par exemple, eh bien, il aurait une rallonge budgétaire supplémentaire de 19 000 euros parce qu'il est effectivement éligible au prêt à taux zéro. Il faut savoir que s'il n'était pas éligible au prêt à taux zéro, d'après les informations qu'il a renseignées, eh bien, ici, il n'y aurait absolument rien. Ça vous donne une indication. Il faut savoir que les règles du prêt à taux zéro changent tout le temps. Au moment où vous faites votre simulation avec le simulateur, allez voir votre banquier pour dire « j'aimerais avoir mon prêt à taux zéro ». Sachez que le prêt à taux zéro, c'est un prêt qui est valable si vous achetez des appartements neufs en vente en l'état futur d'achèvement ou alors si vous faites construire. Dans le cas de Loïc, avec le budget qu'il a, ça va être compliqué pour lui de faire construire une maison. Alors, il faut savoir que à ces sommes-là, il va falloir rajouter ça, 7 327,87 euros dans le cas de Loïc. D'où vient cette somme? Eh bien, cette somme vient d'un changement des règles bancaires qui a été demandé par l'État aux banques pour pouvoir ouvrir plus largement les vannes du crédit. Ça ne veut pas dire que les banques vont prêter à tout va, ça veut juste dire que dorénavant, en fait, si votre taux d'endettement est supérieur à 33% et que vous avez un bon dossier, eh bien la banque ne va plus se servir du « vous êtes au-dessus de 33% » pour ne pas vous prêter. Dorénavant, la banque peut vous prêter jusqu'à 35% d'endettement. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Ce que vous devez remarquer aussi, c'est que grâce au prêt à taux zéro, eh bien son budget a augmenté de 19 000 euros. Pour la même mensualité, en fait, on a un coût total de crédit qui est bien moindre, sachant que grâce au prêt à taux zéro, en fait, il a un budget plus important. Donc ça veut dire qu'en achetant dans le neuf, eh bien, Loïc va avoir la même mensualité que dans l'ancien, sauf qu'il va pouvoir emprunter plus d'argent. Et ce qui est beau aussi, c'est que le coût total du crédit, en achetant dans le neuf, il va être moindre. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument acheter dans le neuf. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous renseigner pour savoir si vous avez droit ou pas au prêt à taux zéro. Comme ça va vous permettre de savoir quel est le budget dont vous disposez. Il faut savoir que pour certains, avoir ou pas le prêt à taux zéro, ça va faire la différence entre acheter un appartement ou faire construire une maison. Et ça, c'est pas du tout le même projet, mais chacun de ces projets a ses avantages. Donc en conclusion, grâce au changement qui a été introduit en fin d'année par l'État, eh bien, s'il voulait acheter dans l'ancien, Loïc aurait un budget total sans apport de 128 237. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que les banques ne prêtent pas à 100%, qu'il faut absolument faire un apport. Eh bien, pour ces personnes-là, je les invite à aller rencontrer d'autres banques que leurs banquiers habituels. Effectivement, il y a des banques dont c'est la politique de ne pas prêter sans apport, et puis il y en a d'autres dont c'est totalement la politique. Il y a des listes en ligne de banques ainsi que de leurs conditions. Elles sont assez faciles à retrouver en ligne. Je vous invite vraiment à les chercher. Pourquoi? Parce que
Ça ne sert à rien avec les taux actuels de mettre de l'apport si vous n'en avez pas besoin. Donc avec ce montant de 128 000 euros dans l'ancien, Loïc pourra acheter un appartement qui coûte au maximum 111 556,85 euros, en tenant compte, bien sûr, des frais de notaire et des éventuels frais d'agence. Donc, avec ce montant-là, eh bien, vous savez que vous allez pouvoir dimensionner votre projet et votre projet sera réaliste par rapport aux moyens dont vous disposez. Maintenant, j'ai envie de vous montrer quelque chose qui est top dans ce simulateur et c'est vraiment l'une des choses que j'apprécie à titre personnel le plus dans le travail de l'équipe, c'est vraiment l'influence des différents paramètres sur le montant que vous pouvez emprunter. Nous allons regarder maintenant ce qui se passerait si Loïc était en CDI mais avait des prêts conso. On va retourner dans Profil. On va mettre Loïc en CDI. On va changer son ancienneté, on va dire qu'il est là depuis 3 ans. Et là, vous avez vu que automatiquement, ici, le montant des revenus, il a changé, il a augmenté. Pourquoi? Parce que la participation et l'intéressement ont été pris en compte. Même si on imagine que Loïc a 3 000 euros net en salaire variable sur l'année, donc on va dire qu'il passe à 1 814 euros par mois. Maintenant, on va retirer ces 3 000 euros là, ça nous permet vraiment de comparer quelque chose de comparable. Donc on va aussi retirer le montant de la participation et de l'intéressement. Comme ça, on va comparer vraiment deux situations 100% identiques. Maintenant, imaginons que Loïc, il ait un prêt auto de 150 euros par mois. À votre avis, quel est l'impact de ce prêt auto sur sa capacité d'emprunt? Eh bien, c'est ce qu'on va savoir tout de suite. On repart dans le budget disponible. Là, vous voyez que de 120 000 euros qu'il avait là, il est passé à 85 000 euros au total. C'est radical. Donc, ça montre vraiment l'incidence des crédits à la consommation sur le montant que votre banquier il va vous accorder. C'est la raison pour laquelle c'est important de traiter le point crédit à la consommation. Si vous en avez plusieurs, je vous conseille vraiment de faire ce qu'il faut pour baisser au maximum leur mensualité, parce que vous avez vu que sans crédit à la consommation, ils pouvaient emprunter 120 000 euros. Avec juste 150 euros de mensualité par mois, il a perdu 35 000 euros de budget. C'est énorme. Ici, il est à 139 000 euros. Eh bien, il est tombé à 100 000. C'est juste énorme. Et là, ce n'est pas du tout le même projet immobilier que ce qu'il peut faire. Vous avez gardé bien le 85 000 en tête. Maintenant, voyons s'il arrive à faire baisser sa mensualité à 90 euros par mois. Vous voyez, il est passé de 85 000 à 99 000. Donc, il a augmenté sa capacité d'achat de 14 000 euros rien qu'avec ça. Donc, c'est vraiment un point important. Votre salaire, c'est bien, mais votre capacité d'emprunt, elle est aussi extraordinairement liée à vos crédits à la consommation. Maintenant, regardons comment Loïc pourrait améliorer son dossier. Eh bien, sur cet onglet, vous avez des scores qui vont de 0 à 5. 5, c'est le score le plus élevé. Et puis de toutes les façons, avec le code couleur, vous allez voir rapidement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si vous avez un 1 et que c'est rouge, ça veut dire que c'est un gros point noir de votre dossier et que si vous voulez faire passer votre dossier, eh bien vous allez devoir corriger ce point. Si vous êtes entre 4 et 5, ça veut dire que c'est un point fort de votre dossier et tout ce que vous devez chercher à faire, c'est l'optimiser. Ou alors, dans les échanges avec le banquier, le mettre en valeur. Par contre, si vous êtes entre 2 et 3, eh bien, c'est des points sombres de votre dossier et il faut vraiment que vous fassiez tout votre possible pour les améliorer. Sur la partie crédit à la consommation, en fait, ces crédits à la consommation sont très élevés par rapport à ses revenus. Cela va sans dire que s'il gagne 10 000 euros, eh bien l'impact de ce crédit sur ses revenus serait moindre, sauf que là, il gagne 1 500 euros, il a 150 euros de crédit à la consommation, donc ça veut dire que tous les mois, 10% de son salaire net passe dans le remboursement de ce crédit. Donc,
avant d'aller voir le banquier, surtout s'il veut acheter dans une grande ville. Il faut savoir que dans des petites villes de 30 000 habitants, 80 000 euros de budget pour acheter un appartement dans l'hypercentre, ça peut suffire. Mais par contre, dans les grandes agglomérations, ce n'est même pas le prix d'un studio. Par conséquent, si on veut devenir propriétaire, soit on s'éloigne et on va dans des quartiers qui ne sont pas top et on achète des biens à ce prix-là, soit alors on fait l'effort de traiter le point noir crédit à la consommation et par conséquent, on augmente mécaniquement sa capacité d'achat. Le conseil qu'on lui donne, c'est de renégocier ses crédits pour en faire baisser la mensualité. Renégocier les crédits, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement qu'il peut aller voir un organisme de regroupement de crédits bancaires pour leur dire, les gars, faites-moi une mensualité unique qui est plus simple. Dans le cas, par exemple, de Loïc, il n'a qu'un seul crédit conso, mais qui a une mensualité qui est forte. Eh bien, il peut faire un emprunt sur une durée plus longue pour racheter ce crédit-là de manière à faire mécaniquement baisser la mensualité en cours. D'ailleurs, c'est ce que je conseillerais à Loïc si je l'avais en face de moi. Maintenant, la partie équilibrage de budget. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont un peu de mal à gérer leur budget tous les mois. Concrètement, ici, vous allez pouvoir saisir l'ensemble de vos dépenses et savoir au final, à la fin du mois, en fonction de tout ce que vous avez prévu de dépenser, déjà savoir si vous allez être à découvert ou pas. Il faut savoir que être à découvert, pour le banquier, c'est une plaie aussi. Pour vous montrer ça, repartons dans le profil de Loïc. Et maintenant, on lui laisse 90 euros d'emprunt. Par contre, on va lui mettre un découvert de 100 euros tous les mois. Et vous allez voir l'impact. Budget disponible, vous voyez, avec 100 euros de découvert, eh bien, sa capacité d'emprunt a baissé de 10 000 euros. Comme je vous le disais, eh bien, votre salaire, ce n'est qu'une variable. Vous pouvez réussir à optimiser votre emprunt immobilier en étant attentif sur tous les critères. Votre salaire, oui, c'est important. Vous l'avez vu ici, on a changé. Donc oui, il a un petit découvert. Donc il faut le combler pour augmenter sa capacité d'emprunt et surtout pour montrer au banquier qu'il sait gérer son budget. Donc là, en un coup d'œil, Loïc, il sait quels sont les points forts de son dossier et surtout quels sont les points qu'il doit traiter avant d'aller rencontrer son banquier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Loïc, il irait voir son banquier. Si jamais Loïc demande un crédit supérieur à 75 000 euros, eh bien, son banquier lui dira non. Il faut bien que vous ayez ça en tête. Les chiffres que vous avez ici, c'est pour l'acquisition dans l'ancien, c'est le montant maximum que votre banquier va vous prêter. Bien sûr, vous pouvez emprunter moins que ce à quoi vous avez droit. C'est plutôt recommandé d'ailleurs. Ça évite que vous vous retrouviez bloqué avec un crédit qui est très important et vous n'arrivez plus à profiter de la vie. Donc faites très attention à tous les paramètres de votre prêt immobilier. Sinon, eh bien, vous n'obtiendrez pas le montant que vous voulez, celui dont vous avez besoin pour acheter le bien de vos rêves, ou alors, pire, vous n'obtiendrez même pas de crédit du tout. Voilà, c'est le fonctionnement du simulateur. Vous pouvez le télécharger dans le lien en dessous de la vidéo. Et avec la team Construction Neuve, on vous dit à la prochaine fois. Tous nos vœux de succès pour votre projet immobilier.